De tout temps, le Canada jouit d'une grande réputation en ce qui concerne ses exploitations forestières. L'une d'entre elles, et pas des moindres, est la pâte à papier. Par le passé, dans les années 40-50 environ, avant que le transport routier ne devienne chose courante, la presque totalité des troncs d'arbres arrivaient dans les fabriques de papier par les rivières. Après abattage dans les régions retirées, les troncs étaient ainsi mis à l'eau et certains hommes étaient chargés par les compagnies de papier de veiller à leur transport jusqu'à la fabrique. Ces hommes s'appelaient les rafman. Munis de souliers à crampons, ils se déplaçaient sur le lit de la rivière véhiculés par les troncs d'arbres. Leur travail était de s'assurer qu'en aucun endroit les troncs ne formaient un barrage, bloquant ainsi le déplacement des troncs qui suivaient. Les rafman étaient dotés d'une agilité hors du commun. Ils étaient capables de courir sur les troncs flottants, sautant de l'un à l'autre, sans pour autant perdre l'équilibre et tomber à l'eau. Car perdre l'équilibre et tomber entre les troncs a hélas pour beaucoup d'entre eux signifié la mort. Avec la technologie, mais surtout à cause de la pollution des cours d'eau, le gouvernement canadien, à la fin des années 80, a interdit le transport de bois par voie fluviale. Cependant, les Canadiens, fiers de leur passé, à juste titre d'ailleurs, ont voulu conserver et garder l'image vivante des rafman. Pour cela, certains d'entre eux ont fondé des sociétés. Leurs membres suivent un entraînement à la fois physique et d'adresse. Lorsqu'ils se sentent aptes à se mesurer à d'autres sociétés, ils participent à des joutes sportives à travers tout le Canada. En juillet 1989, la ville de Hull avait organisé l'une de ces joutes dans le parc Laurier, au bord de la rivière des Outaouais. Pour mes parents, ce fut une occasion rêvée de voir d'authentiques Canadiens à l'œuvre dans l'un des domaines qui, pour les Européens, représente le mieux le Canada. La force physique, l'endurance à l'effort, le sens de l'équilibre ainsi que la précision de ces hommes me fascinèrent au plus haut point. Ces hommes, qui pour la plupart venaient de l'Ouest canadien, avaient sans doute dû transporter avec eux par voie ferroviaire 2 troncs d'arbres géants d'environ 15 mètres de hauteur pour un diamètre de 60 cm. Placés à la verticale, on se demandait qui allait abattre ces 2 troncs d'arbres et de quelle façon. Mais à notre grande surprise, ces 2 rafman qui se présentèrent à leurs pieds n'avaient en leur possession ni hache ni tronçonneuse, mais dans leurs mains une lanière en cuir et à leurs pieds des pièces métalliques qui semblaient être conçues pour épouser la forme du tronc. Le défi de chacun, arriver le premier au sommet du tronc. Le départ donné, les 2 hommes entamèrent l'ascension de ces immenses troncs. À la vitesse où ils commencèrent à monter, je me disais qu'ils ne monteraient pas bien haut à un tel rythme. Erreur. Ces hommes possédaient des conditions physiques à nous laisser bouche bée, tout en les regardant arriver au sommet. Pour la deuxième épreuve, le sens de l'équilibre était un atout principal. Sur un bassin artificiel, 2 concurrents, se trouvant chacun d'eux en équilibre sur un tronc d'arbre flottant, devaient, à l'aide d'une perche en bois, tenter de déséquilibrer l'adversaire afin de le faire tomber dans l'eau. Non seulement le tronc avait tendance à tourner sur lui-même, si l'un des 2 pieds du rafman n'était pas posé sur des angles parfaitement égaux de la pièce en bois, mais en plus, si l'un des 2 adversaires devait soit avancer ou reculer pour défendre sa position, l'avant ou l'arrière du tronc s'enfonçait inévitablement. La profession de rafman n'aurait jamais existé sans les bûcherons. Aussi, pour prouver que leurs compétences ne se limitaient pas seulement au transport des troncs, ils devaient aussi nous démontrer qu'ils savaient se servir des haches. Après avoir mesuré leur adresse au lancer de la hache à plus de 10 mètres de la cible, ils devaient ensuite, à l'aide d'une plus grosse hache, abattre un tronc plus rapidement que leur adversaire. Et pour terminer, le modernisme ayant fait place à la force physique,
Deux adversaires, à l'aide d'une tronçonneuse, devaient le plus rapidement possible sculpter une pièce de bois pour créer l'animal de leur choix. Ce jour-là, nous fûmes tout simplement fascinés par le talent de ces hommes. Habituellement, lorsque la nature avantage un homme en lui donnant de la force physique et endurance, il est très rare qu'elle fasse également de lui un artiste. Eh bien, ces Raffman devaient ce jour-là nous prouver le contraire. En maniant leur tronçonneuse comme un sculpteur l'aurait fait avec un ciseau à bois, en quelques minutes à peine, un hibou nous fixait avec de grands yeux étonnés et un ours s'était dressé devant nous. Aujourd'hui encore, je suis à me demander s'il s'agissait de sculpteurs professionnels qui, pour se divertir ou maintenir leurs conditions physiques, participaient à des concours de Raffman, ou si réellement il s'agissait d'anciens travailleurs forestiers. Quoi qu'il en soit, cette journée passée au Parc Laurier fut pour nous tous un jour de vacances inoubliable. Le 11 juillet, Francine fêtait ses 34 ans. Quelques jours auparavant, toute la famille s'était jointe à nous pour célébrer son anniversaire à la Ferme Rouge, ce restaurant où tout le personnel, après qu'il nous eut servi, se métamorphosait en artiste de variété. Parmi les 7 merveilles du monde, les chutes du Niagara en sont indéniablement l'une des plus fascinantes. Lors de leurs premières vacances au Canada, mes parents n'eurent pas l'occasion de se diriger vers l'ouest. Mais comme on l'avait fait pour Nicole et Roland, ce 11 juillet 1989, nous allions nous rendre à Niagara pour faire découvrir aux parents cette beauté impressionnante de la nature dont ils avaient entendu parler depuis leur enfance, mais que jamais ils n'auraient pensé voir un jour de leurs yeux. Grâce à eux, et depuis ma tendre enfance, j'avais découvert la mer Adriatique, Venise, la Costa Brava, l'île de Grande Canarie, Las Palmas, Lanzarote. Eh bien, c'était à mon tour maintenant de leur faire découvrir un lieu enchanteur. Cet été-là, comme d'ailleurs tous les étés depuis que je vivais au Canada, il faisait très chaud. Il était donc très difficile d'envisager de parcourir plus de 1000 km à 5 dans notre petite Hyundai Excel. Pour cette raison, nous louâmes une voiture de plus grosse cylindrée pour davantage de passagers et dotée d'un système de climatisation. C'était l'idole de son école et toutes les filles en étaient folles parce qu'il devenait tous les week-ends le chanteur de rock'n'roll band. Elle l'avait choisi comme escorte au bal des finissantes. Elle l'attendait devant sa porte toute frémissante. Elle avait mis ses talons hauts, son petit foulard à la bardeau et sa robe à crinoline. En la faisant danser un slow pendant que le sax jouait son solo, il mit la main sur sa poitrine. Il se voyait tous les samedis, elle le suivait comme une groupie dans les sous-sols de bungalow où il allait donner son show. Il chantait rock around the clock, les cheveux en crête de coq. Elle se pâmait sur sa voie rauque devant un cherry coke. Elle avait mis ses talons hauts, son petit foulard à la bardeau et sa robe à crinoline. Quand il en oubliait ses mots, il susurrait dans son micro, les deux yeux
d'engraisse de vinaigre. Oui, oui, all right. Ils se sont mariés, obligés, à la fin de l'été. Il n'a pas loué de tuxedo, portait sa veste à carreaux. Ouais. Elle avait mis ses talons hauts, son petit foulard à la bardeau et sa robe à crinoline. Quand ils ont coupé le gâteau, tout le monde s'est mis dans la photo en se léchant les babines. Ils ont parti en deux autos sur la grande route de Toronto vers les chutes Niagara. Il nous fallut environ 6 heures pour nous rendre jusqu'à la ville de Niagara Falls. Arrivés en fin d'après-midi, nous cherchâmes tout d'abord un motel pour y entreposer nos bagages. Après avoir réservé une chambre commune du motel Panorama, sans perdre un instant, nous gagnâmes les chutes pour y contempler ces milliers de mètres cubes d'eau qui tombaient chaque seconde. Comme je n'ai jamais vu de volcan en éruption, je dois pour ma part reconnaître que cet endroit est sur Terre le lieu où la nature fait le plus comprendre à l'homme qu'il n'est qu'un simple fétu de paille comparé à elle. Parmi les très rares personnes qui ont franchi les chutes du Niagara, soit par défi, soit par accident, 2 ou 3 seulement s'en sont sorties vivantes. Le lendemain matin, nous visitâmes les endroits les plus touristiques de la ville. Dans le musée des chutes, on put voir les récits ainsi qu'un film de ceux qui ont survécu aux chutes. Pour Sébastien, et je dois l'avouer pour nous aussi, puisque nous n'avions pas perdu nos cœurs d'enfants, nous allâmes nous divertir dans les musées où le fantastique défie la réalité. L'un d'entre eux, un musée de cire, représente la plupart des personnages faisant partie du célèbre livre des records Guinness. Lors de notre passage à Niagara, en compagnie de Nicolas Roland en septembre 1986, nous n'avions pas cru nécessaire de visiter le parc d'attractions de Marineland, puisque notre intention était de nous rendre à Wonderland. Certes, le nombre de carrousels était moins élevé qu'au Pays des Merveilles, mais en revanche, le parc de Marineland possédait un atout majeur, son bassin aquatique, avec ses orques, ses dauphins et ses otaries. À la sortie du film Orca, vers la fin des années 70, le monde entier avait été impressionné par ce monstre marin qu'est l'orque ou épaulard. Avec ses 9 mètres de long, l'épaulard peut être à la fois très dangereux et très amical. Dans le film Orca, l'épaulard livre un combat à mort contre l'homme qui prit la vie de son nouveau-né. Il n'a que vengeance et haine. Et il est vrai aussi qu'en certaines occasions, des bateaux de pêcheurs se soient fait couler par l'un de ces cétacés enragés. Mais en revanche, il a été prouvé également qu'en certaines occasions, des épaulards aient sauvé de la noyade des êtres humains en les poussant de leur museau jusque sur une plage. Et les épaulards présents à Marineland n'avaient absolument rien d'agressif, mais au contraire démontraient un goût insatiable pour le jeu. Ils possédaient également un esprit coquin,
puisqu'à quelques occasions, pour créer certaines sensations au public, assis proche du bassin, d'un coup puissant de nageoire, il les aspergeait au passage. Une preuve supplémentaire que si l'homme voulait bien se servir de son intelligence et travailler avec la nature, et non contre elle, la vie sur Terre pourrait éventuellement être un paradis.